Je viens de vivre en temps réel, pour moi, une grande première. Il y avait un petit groupe de travail avec lequel j'étais, là, tout à l'heure. C'est certainement dans ce type de réunion le groupe que j'ai vu fonctionner le plus rapidement, en très peu de temps, monter en cadence, produire, se mettre d'accord, et avec des entrées de partout. Ça m'a beaucoup marqué. D'abord, ça m'a rappelé mon âge. Parce que je suis marxiste. Marxiste, tendance Groucho. Toute ma vie a été assez accompagnée par les facéties des Marx Brothers et du plus dingue de cela, Groucho Marx. Et il disait une phrase qui m'a beaucoup marqué: en chaque vieillard, il y a un enfant qui se demande ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à me dire qu'il y a 40 ans, en 82, j'étais directeur général adjoint du groupe Le Sieur. À l'époque, c'était l'huile Le Sieur. J'avais Lacroix, Mire, Médidou, Persavon, William Sorin. C'était un grand groupe. Maintenant, tout ça, c'est toujours une bonne marque d'huile. Mais... Et là, dans cette entreprise, il y a 40 ans, il y avait une directeur des clients. On ne disait pas une directrice. À l'époque, c'était perçu comme une dégradation. À l'époque. Et Simone Barbara, cette femme qui dirigeait cette affaire, nous bassinait toujours avec cette phrase: un client mécontent qu'on aide à trouver une solution heureuse à son mécontentement devient un client fidèle pour la vie. Voilà. Ça nous assommait. Parce que le Sieur, il est dans toutes nos familles, monsieur. Donc on ne va pas, il y a un connard qui est pas d'accord, qu'il aille se faire foutre. Donc elle avait, tout à l'heure on a imaginé la fontaine de chocolat, là, et la pauvrette, elle était en bas, recevant toutes les critiques de tout le monde, de part et d'autre, des clients pas contents et des cadres de Le Sieur encore moins contents parce qu'on les dérangeait. Pas longtemps, parce qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Mais il y avait une bonne intention. Il y avait une bonne intention. Maintenant, et durant toute cette réunion, on voit que c'est vital. C'est vital parce que d'abord des clients, il n'y en aura pas toujours. C'est vital parce qu'il y a les réseaux sociaux, hein, et qu'un client mécontent peut avoir assez rapidement, à travers le monde, 1 million de followers qui vont dire: oh, cette boîte, elle est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, c'est un peu à moi que c'est arrivé. Enfin, ça, un ami qui me l'a dit, hein, c'est une catastrophe. Hein. Donc ça devient vital. J'étais très, très épaté, très intéressé, j'ai pris des notes, beaucoup de notes, par le complaint model. Ça m'a vraiment appris quelque chose, justement sur la façon de pouvoir objectiver les coûts et les bénéfices d'un suivi de clients mécontents. Je vais voir si on ne peut pas faire utiliser le complaint model pour le gouvernement. On aurait des surprises. Pourtant, ils ont tous fait des bonnes études. Hein. Mais ouais,
Ça suffit pas. Ah, complète modèle, moi, je me l'approprie. Il n'y a pas une journée où je n'apprends pas quelque chose. C'était la belle phrase d'Einstein qui disait « Stop learning, start dying ». Tu arrêtes d'apprendre, tu commences à crever. Là, merci. Hein. Je viens de rajouter... Ça se termine toujours comme ça. Aïe, aïe, aïe. Connard. Ça veut dire que la confiance à l'intérieur de la boutique et la confiance avec le client, c'est vital. C'est vital. Or, aujourd'hui, quand on parle de confiance, aussi bien dans le monde administratif que j'ai connu, et que dans le monde de l'entreprise, que je connais encore un peu, mais mal, c'est quand même un mot curé. Ah, il est marrant ce gars, il va de confiance. Parce que je rappelle qu'on est quand même la capitale mondiale, la France, la capitale mondiale de la défiance. Je le rappelle, hein. Il faut avoir lu ce superbe livre de Cahuc et Algan, La société de défiance, ou le bouquin de Fourquet sur l'archipel français. Il n'y a pas plus méchant que nous. Je le rappelle parce que c'est grave. Le vagabond du monde que j'ai été ne connaît pas de pays dans lesquels il y ait plus de défiance entre nous. C'était déjà Jean Cocteau qui disait « Les Français, ce sont des Italiens de mauvaise humeur ». Donc c'est consubstantiel à ce qu'on est. Jalousie et mépris. La hiérarchie des diplômes en France, qui est quand même une connerie rare, fait qu'un X-Min est supérieur à un X-Pont. Et c'est pour la vie. Alors, je ne parle pas d'un ingénieur des arts et métiers. C'est affreux. C'est affreux. Et donc, la confiance, alors qu'elle est vitale, eh ben, elle ne nous est pas consubstantielle. Je rappelle que la confiance, c'est une relation à l'autre qui m'amène à penser que je le comprends, je le connais suffisamment pour estimer que je peux courir avec cette personne ou cette institution ou cette entreprise une aventure avec des bonnes chances de m'en tirer. C'est un pari sur l'autre. À mon époque, je vais fêter dans exactement un mois mes 60 ans de mariage. Avec la même personne. Non, c'est trop. C'est pas ma marque. Mais à l'époque, quand on se mariait, c'était de la folie. On ne savait rien. Mais ça se construit. C'est après que ça se construit. Hein. L'amour fou, la tendresse, tout ça, ça se construit à deux. La confiance. Voilà. Mais ayons bien en tête que tout va se passer pour que la confiance déjà pas très bonne entre nous se détruise encore plus. Parce que nous allons affronter de plus en plus ce que notre ami Nicolas Taleb appelle les signes noirs. Les signes noirs, CYGNES. Les signes noirs, maintenant, ils volent en escadrille.
hein. C'est la pandémie qui maintenant devient endémique, le, le- le permafrost qui se réchauffe et qui va libérer tout plein de bestioles, on ne sait pas lesquelles, mais elles seront là. Donc l'incertitude. L'incertitude, ça va être aussi, n'en doutons pas, bon, cette guerre d'Ukraine qui est en train de bousiller la totalité de ce qu'on appelait avec confort la mondialisation économique, hein, avec ces circuits mondiaux de porteurs de containers qui permettaient de faire du juste à temps et en ayant toujours tout ce qu'il fallait sous la main au moment où on en avait besoin. Tout ça foutu en l'air. Bon. Une Afrique qui ne va plus manger. Donc on va avoir des signes noirs tout le temps, de l'incertitude, hein. C'est notre ami, notre centenaire que j'envie beaucoup, notre centenaire national, Edgar Morin, qui a cette phrase « Attends-toi dorénavant toujours à l'inattendu, parce que désormais rien n'est plus sûr que l'incertain. » Mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire des programmations précises, tout est prévu, voilà, t'as le bonjour. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de programmer. Mais l'incertain, c'est ce qui détruit les programmations. Donc il faut l'avoir en tête. Et ça ne crée pas de confiance, ça crée de la trouille. Alors déjà, quand on n'est pas doué pour ce bidule, il faut qu'on fasse incroyablement attention. Incroyablement. Avec mon ami Andreï Portneuf, ici présent, c'est la seule barbe blanche. On a tous des trucs comme ça. Moi, j'ai des lunettes. On met sur le métier un livre qui est un peu fou, hein, qui est un livre d'ailleurs que, a priori, il n'y aura pas un seul acheteur, hein, mais c'est pas sûr. Hein. Le pari fou de la confiance. Le pari fou de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pari fou. Tout le monde se déteste. Mais il va être vital face aux escadrilles de cygnes noirs. Ça va devenir un sport de haut niveau. Ça va requérir des qualités de cœur, d'ouverture, mais aussi de patience assez considérables. Pour nous, Français. Je sais que les marques ne vont plus protéger. Ça sera plus suffisant. Du temps de Le Sieur, c'était suffisant. Sauf qu'à force d'être suffisant, ben, c'est devenu insuffisant. Regardez le mal que va avoir Buitoni avec la pizza qui tue. Et Nestlé, par effet de suite. Ce sont en tout cas, Nestlé est une superbe boîte, le problème n'est pas là, mais comment traiter ça, maintenant que le mal est fait? Puis alors, sur les réseaux sociaux, le nombre de laïus que j'ai vus est drôle d'ailleurs, hein, avec la pizza qui tue. Enlever ça des têtes, quel boulot! Alors c'est pour ça que, en rafale, je vais rappeler, parce que beaucoup d'entre vous l'ont déjà écouté, j'avais écrit un bouquin avec un Canadien qui s'appelait Trusting Organizations, les organisations créatrices de confiance. Et parmi les caractéristiques de ces organisations, il y a 10 clés, commençant chacune par un C, hein, 10 clés explicitant que l'organisation est susceptible de créer de la confiance en son sein et vis-à-vis aussi de ses clients. Pas de ses consommateurs, mais j'ai très peur. Le client, c'est une personne, et le consommateur, c'est un tube digestif.
Et les 10 clés du management de la confiance pour que l'organisation soit. Et puis les 10 E, les 12 E, la douzaine d'E, ma douzaine d'E tous les matins, j'essaie de me l'appliquer dans mes responsabilités d'aujourd'hui. La douzaine d'E, la douzaine d'efforts à faire sur soi-même. Et c'est jamais gagné. Pour être quelqu'un qui soit plutôt un diffuseur de confiance. Et un respecteur de confiance. Mais ce n'est pas des caractéristiques typiquement françaises. On en a d'autres, hein. Mais on n'a pas celle-là, forcément. En tout cas, l'ambiance générale ne les multiplie pas. Alors, comme j'ai 10 minutes, je vais simplement évoquer 5 clés sur les 10 et une demi-douzaine d'œufs. C'est bientôt la bouffe, hein. Sur les efforts à faire pour être soi-même, quand on le peut. Et il faut toujours se corriger, un diffuseur de confiance. Alors pour les 5 C que je vais évoquer, le premier c'est, dès qu'on est manager, dès qu'on a une responsabilité, c'est le cap. Le cap. Le cap, qu'est-ce que c'est que le cap? Eh ben, c'est en permanence rappeler à ses équipes, c'est des lieux communs tout ça, hein. D'abord, c'est au Québec qu'on l'a formalisé, et au Québec, il ne faut surtout pas de discours. Il dit, les Français, ils sont gentils, mais ils pensent. C'est pas mal des gens qui agissent. Voilà, hein. Voilà. Mais ils nous aiment bien, mais en même temps, ils trouvent qu'on est un peu ridicule. Voilà. Un peu, hein, mais avec gentillesse. Alors, le premier C, c'est le cap. Le cap, c'est quoi ce qui nous anime? C'est quoi notre mission, nos règles, nos projets, notre valeur ajoutée? C'est quoi la valeur ajoutée de ma boîte? Voilà. C'est quoi la valeur ajoutée de mon service? C'est quoi? Et avec le complete model, on a là de quoi parler à son service client. J'ai trouvé ça formidable, parce que, puisque quand même la valeur suprême dans nos entreprises, in fine, hein, c'est les sous. Ben, c'est normal aussi, hein. S'il n'y en a plus, ça ne dure pas longtemps, hein. Mais là, c'est quoi le cap? Le cap de mon service, le cap de mon entreprise, le cap, hein. Ce qui aimante la contribution de chacun. Et le rappeler souvent, très souvent. Le grand spécialiste de la communication qui était McLuhan, il disait, si on veut qu'une communication passe, arrive dans le cerveau de quelqu'un, il faut répéter 17 fois. Encore faut-il que la personne ait un cerveau. De temps en temps, on se demande. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est que quand on ne sait plus ce qui va se passer, il faut savoir ce qu'on veut devenir. Or, on ne sait plus ce qui va se passer. C'est ça les signes noirs, le cap. Le deuxième, c'est la cohérence. La cohérence. La peste soit des salariés qui trichent. Dans toutes nos boîtes, on nous rappelle respect. Le respect. Respect des autres, respect du client, respect de mes collaborateurs, respect des collaborateurs entre eux, etc. Et oui, c'est ce qu'on fait chez nous, et d'ailleurs ça fait partie de nos documents. Voilà. Mais tu as vu comme tu as parlé à ta secrétaire? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu t'es vu comme tu as parlé à ta collaboratrice de proximité? Est-ce que tu as vu? On prête à Jean-Paul Sartre d'avoir dit « La confiance, ça se remplit par gouttes et ça se vide par litres ». 60 ans de mariage, c'est pas 60 ans
de vie toujours souriante. Un coup dans le nez, on dit quelque chose, et ensuite il faut 1 an pour remonter. Ça se vide par litre, par hectolitre. Donc être incroyablement attentif parce que c'est fragile. Donc c'est une ressource essentielle et fragile. Et qui nous concerne tous. La cohésion. Et puis, il y a aussi la coopération. Peter Drucker, qui ne vous dit rien, mais qui fut un grand consultant américain, un homme remarquable, et il disait, si on veut qu'il y ait de la coopération dans la boîte, et singulièrement sur le problème de la réponse au client, le client qui s'est plaint, il est essentiel que les femmes et les hommes de l'entreprise soient des T-men ou des T-women, des femmes et des hommes en forme de T. La grande barre, puis ça. Et c'est quoi les 2 barres du T? Il dit qu'il faut qu'ils soient d'abord compétents dans leur domaine. C'est la barre verticale. Donc, bien sûr, ça a l'air de rien, mais il faut. Et puis il y a la barre horizontale qui est, il faut qu'ils aient une connaissance suffisante du job de ceux qui sont en amont et de ceux qui sont en aval pour comprendre les contraintes qu'il leur impose et que lui-même impose aux autres. Une entreprise, c'est pas une collection de spécialistes qui savent pas grand-chose sur un domaine. On pourrait peut-être dire même qu'ils savent tout sur pas grand-chose. Ni une collection de généralistes qui ne savent pas grand-chose sur tout. Ce sont des T-men et des T-women. Et ça passe par de la formation, par du temps, par de la rencontre. C'est du temps. Ah oui, mais c'est de l'argent. Ben oui, ben c'est comme ça qu'on évite les erreurs. C'est comme ça qu'on crée la confiance. T-men et T-women. Un autre, bien sûr, c'est j'en supprime parce qu'il y en a trop. Bon, la vraie communication. La vraie communication. Je rappelle que les emails, c'est pas de la communication. Ça se saurait, il y aura un gars qui l'aurait vu. Le matin, quand on commence sa journée, je fous en l'air. Tout. Oh, il m'emmerde. Oh, c'est encore lui. Non, l'information n'est pas la connaissance. La réception de l'information n'est pas son traitement. Et l'échange d'informations n'est pas son partage. Ayons bien en tête que nous n'avons jamais si mal communiqué. Alors que, avec tous les outils qu'on a, c'est fabuleux, hein. Mais la communication, la vraie, c'est la rencontre. C'était Emmanuel Lévinas qui disait « Je n'entends quelqu'un que si je me rends compte qu'il me considère comme un égal. » La parole qui vient du haut, de plus en plus, on s'en fout. Sauf s'il y a licenciement à la clé, bien sûr. Là, on écoute. Et dans l'entreprise, on n'a pas les mêmes grades, on n'a pas les mêmes payes, on n'a pas les mêmes responsabilités, mais on est tous à égalité citoyen. Et si on ne se parle pas à égalité citoyen, perte en ligne. Donc c'est des gros efforts. Moi j'ai des efforts considérables à faire là-dedans. Je suis très mauvais. Très mauvais. Mais je me soigne. Et puis, un 5e que je vais citer, c'est la convivialité. Est-ce qu'on se rend compte que nous vivons de plus en plus, il y a des gros avantages au digital, bien sûr, hein, mais
nous allons vers un monde de plus en plus technique, de plus en plus triste, de plus en plus gris, de plus en plus créateur de solitude. Surtout quand en plus il y a des peurs. Hein. Et c'est la peur des signes noirs. Donc il faut vraiment, comme il va falloir en plus qu'on améliore sans cesse la gestion. Hein. Un sou est un sou. Hein. Donc comme il va falloir en permanence accroître la rigueur de la gestion, il faut accroître la chaleur du management. Parce que la performance, elle est dans la bisectrice. Entre la rigueur de gestion et la chaleur du management. Donc c'est pas une élégance. C'est pas une élégance, c'est une nécessité. Là, j'ai dit cinq clés du management. J'en avais 10, mais pas le temps. Voilà. J'en rajoute un, le courage. Le courage, parce que ça va tanguer dans l'entrepont. Le courage. Et le courage en particulier de dire des choses désagréables quand il faut les dire. De dire des choses agréables quand on peut les dire, mais enfin, en général, on ne se gêne pas, ça fait du bien. Mais dire des choses désagréables sur un ton qui est à considérer la bienveillance. Et en même temps, le courage de se remettre soi-même en cause, de sortir de ses zones de confort et surtout de ses habitudes. Les habitudes, c'est déjà le début des morts. Hein. Un homme ou une femme perclus d'habitudes, c'est déjà quelqu'un qui prépare sa place au cimetière. Hein. Donc j'ai simplement évoqué très vite 6 efforts à faire sur soi-même, et croyez bien que je ne parle pas à vous, je parle à moi. J'ai du mal avec tous ces efforts. Le premier effort, c'est l'étoile. L'étoile, accrochée, disait Victor Hugo, son char à une étoile. Essayez non seulement de parler de la raison d'être, de parler de ce qu'on essaie de faire dans mon service ou dans notre entreprise, mais essayez de lui donner de la lumière. De la lumière. Qu'on puisse se dire que l'aventure qu'on vit 7 heures ou 8 heures par jour, ou parfois plus, elle a un sens. Elle a un sens, elle me nourrit. C'est pas un abrutissement, c'est pas métro, boulot, dodo. Elle a un sens. Elle a un sens. Nos vies ont un sens. Et puis le deuxième E, c'est enthousiasme. Un manager, c'est quelqu'un qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie. Hein? Tous les matins, on arrive à gna, puis paf, une emmerde, une deuxième emmerde, troisième emmerde, quatrième emmerde. Terrifiant. Hein? Et bien face à ça, on a un devoir d'enthousiasme. Et souvent, ça allume d'autres lumières. Un manager qui n'a pas les yeux qui brillent ne fait pas son boulot. Et la plupart du temps, on a aussi des soucis familiaux, on a des soucis professionnels, on a des inquiétudes. Eh bien, voilà, enthousiasme. Donner du souffle. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a souvent des drames qu'on a du mal à intérioriser suffisamment pour ne pas les faire voir. Un autre E, c'est écouter. Écouter. Je n'écoute rien. Je suis fils d'un préfet de la République. Mon père était un homme merveilleux, mais qui disait, quand on est préfet de la République, c'est-à-dire dépositaire d'une part de l'autorité de l'État dans un département, écouter, c'est le début de la lâcheté. Parce qu'on disait, tiens, s'il écoute, il se renseigne, il n'a pas l'air au courant, c'est pas rassurant. Donc, il n'écoutait pas. Et moi, j'ai été formé comme ça. Quand j'étais jeune, c'était pas gênant parce que je n'étais pas tout seul, tout le monde était comme ça. Donc, on ne s'écoutait pas. Hein? On ne s'écoutait pas. Maintenant, on sait qu'il faut s'écouter, ne serait-ce que pour décider. Hein? Je crois que c'était Jules Renard qui disait, pour
Pour décider, il faut toujours être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Ça limite. Donc il y a vraiment cette nécessité. Et puis, il y a l'endurance. L'endurance. L'endurance, j'aime bien une phrase de Jan Moix, vous savez, romancier, et il dit l'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. C'est une phrase à méditer, et, exactement dans l'univers de la réclamation. Mais parfois, on a aussi à faire des réclamations intérieures. Parce que quand on a échoué, souvent, eh ben non, c'est le contraire. C'est vraiment le début de l'analyse du brouillon pour grandir. Pour grandir. Et puis un autre effort, c'est l'éthique. L'éthique. Je crois que nos collaborateurs ne doivent pas pouvoir se dire, en travaillant avec nous, que nous sommes des espèces de lapins du Racel montés sur pile, réductibles à nos compétences techniques. Nous avons quelque chose qui nous tient droit. Chacun a son truc. Heureusement que toutes les religions ne sont pas les mêmes, et puis que tout le monde n'a pas de religion. Chacun a son système, mais il est vital de l'entretenir. De l'entretenir, parce que c'est une telle habitude que de se laisser aller, parce que c'est plus confortable, et puis parce que de temps en temps on en a marre de faire des efforts. Eh bien, voilà. Éthique. Hein. Se dire, ce type-là, il croit quelque chose. Cette fille-là, elle croit quelque chose. C'est pas pour faire, c'est pas ensuite pour convertir, hein, mais c'est pour qu'on sache que c'est quelqu'un qui se tient droit. Il y avait une très belle chanson de d'Anne Sylvestre là-dessus. Hein. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Très belle chanson. Et puis le dernier que je voudrais évoquer, c'est l'exemplarité. Hein. Je crois que la seule communication qui passe, c'est il a lui-même fait ce qu'il a dit. Hein. Voilà. L'exemplarité, c'est vital. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Surtout depuis que Pasqua nous avait enseigné que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, oh, très bien. On peut en faire beaucoup. En ce moment, d'ailleurs, il y en a pas mal qui traînent. Hein. Je suis émerveillé. Émerveillé. Alors, face à ce monde d'incertitude qu'on va vivre les uns et les autres de plus en plus, et ça va être passionnant, parce que le voileux que je suis, il aime quand même quand il y a un peu de gros temps, parce que sans ça, si c'est la pétole, on s'emmerde. Voilà. Il y a des gens qui prennent des bains de soleil sur le pont, mais voilà. Donc, il faut savoir que l'incertitude pousse naturellement à la régression. Je vais vous citer simplement une jolie phrase d'Apollinaire, un petit distique d'Apollinaire. C'était dans un poème qui s'appelait « Éloge de l'incertitude ». Et il écrit « Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme le font les écrevisses, à reculons, à reculons. » L'incertitude, si on ne l'affronte pas, on recule. On recule. Alors, je suis convaincu que une phrase que j'ai eu l'occasion souvent de dire ici, qui est sur laquelle je vais chuter, qui est une phrase d'Albert Camus, il disait « Il y a deux sortes d'efficacité, il y a l'efficacité du typhon, qui emporte tout sur son passage. Et il y a l'efficacité de la sève, qui fait pousser. » Nous allons de plus en plus avoir à faire pousser nos collaborateurs, nos clients,
pour qu'ils deviennent plus grands, pour qu'ils deviennent plus confiants, pour qu'on établisse entre nous des relations de confiance qui sont le secret de la performance. Le secret de la performance. Tous ceux qui en ont douté, un jour ou l'autre, ont fait capoter leur boîte. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. Alors, en ayant appris beaucoup, grâce à vous, hein, et puis à toute l'équipe, là, avec le complete modèle, en ayant vécu une expérience étonnante avec vous, hein, voilà, vive la gare Montparnasse. Le breton que je suis a ses habitudes. Je suis convaincu que tout ce que je viens de raconter, vous le saviez déjà. Donc bravo à vous tous et merci.